Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Light at Wrestle, le podcast dédié aux analyses des pay-per-view de la WWE. Malheureusement, ce n'est pas en live cette fois-ci, car vous le savez peut-être, on vous en a informé le lundi qu'il y a eu de gros problèmes de connexion avec Skype, donc du coup on n'a pas pu vous proposer le direct. Ce sera le cas la prochaine fois, le pay-per-view préféré de Renault, bien sûr, In the Cell. D'ailleurs, c'est moi Brousty à l'anime, là, qui remplace Pierre, qui a beaucoup trop gueulé, je crois, suite à la victoire de Lens. Avec moi les autres chroniqueurs. Et j'en ai déjà parlé plutôt, c'est Renaud. Salut Renaud. Bang! Salut Brousty, salut tout le monde. Non, mais de retour, parce que là t'avais zappé la dernière fois. Ouais, comme Mais beaucoup. j'étais venu sur le catch-moi si tu peux spécial Sting, mais c'est vrai qu'en pay-per-view, la dernière fois que j'étais là, c'était avant le SummerSlam. Donc là, faut recommencer une streak. Alors, on repart sur une streak. En revanche, vous avez entendu énormément ces analyses de SummerSlam. Il est encore là, je dirais, l'indispensable Rubenito. Bonsoir, oui, moi je suis en pleine streak par contre. Je lâche pas le streak. Ouais, comme l'Undertaker, t'es prêt à tout. Hein. Voilà. Et puis il y en a un, bon, qui nous fait des petits allers-retours là, qui est plutôt NXT, c'est l'Alsacien Sébastien. Salut. Ouais, salut à tous. Donc si je suis que NXT, je suis pas là souvent puisqu'on fait 3 numéros à 4 numéros dans l'année, donc je suis quand même là un peu plus quand même. Hein. Tu abuses. Non, c'était le dernier de l'année en fait, pour toi. On voulait pas te le dire, mais... Ah bah voilà, c'est une façon de l'apprendre. Donc c'est celui qui est dédié à Night of Champions, le pay-per-view où tous les titres sont défendus, et donc ce sera après le theme song qui suit. The one night that we wait for, when it's all put on the line. We all striving to reach the top and be the champion this time. I'm gonna be a champion. Yeah, I got what it takes, risk it all, make my own fate. Yeah, I'm gonna be a champion. All the glory and the fame, jet setting in my own plane. I'm gonna be a champion. Silhouettes in the spotlight, cash falling from the sky. Yeah, I'm gonna be a champion. All it takes is one night for me to turn around my whole life. Nous revoici pour parler de Night of Champions qui avait lieu donc dimanche dernier au Toyota Center de Houston au Texas, avec d'abord comme d'habitude le pré-show que personne n'avait à part moi, qui opposait le duo des Lucha Dragons et Neville contre la Cosmic Westland, le nouveau groupe formé par Stardust et The Ascension. Et surprise, en tout cas à mon goût, avec la victoire de Stardust et The Ascension après 9 minutes 44. Un match bonne action, attendu, tout dominé évidemment par Neville et Lucha Dragons. Et puis Stardust qui s'est servi de Connor pour surprendre Neville, en fait, sur lequel il a fait le tomber. Donc c'est une rivalité qui s'étend pas mal et qui est appelée encore à durer. Je me demande jusqu'à quand, peut-être même jusqu'au Series, peut-être, je sais pas, s'ils vont trouver d'autres équipiers pour faire un match. Si ça aurait un intérêt, juste comme ça, je voulais vous demander, est-ce que cette rivalité a encore un intérêt pour vous? Ben, pour moi, en tout cas, pas vraiment, puisque j'ai l'impression que Stardust, du coup, ça le fait un peu régresser d'avoir cette rivalité de low card, alors que enfin, Cody est quand même un catcheur qui pourrait largement être dans le mid card, voire dans le up card, peut-être pas dans le main event, mais voilà, un petit peu en dessous. Là, je trouve que c'est un peu gâché son talent, et bon, c'est con à dire, mais je pensais qu'avec la mort de son père, il aurait bénéficié d'un push, mais bon, apparemment, c'est pas le cas, quoi. Ben, c'est surtout qu'on le revoit beaucoup à l'antenne. C'est surtout ça, mais bon, voilà. Sans plus. Ben, je pense qu'on peut passer à l'opener, du coup, avec le titre intercontinental qui était en jeu, avec Ryback, le champion, qui s'avançait contre le toujours très ambitieux Kevin Owens. Et arrivé, c'est Kevin Owens qui s'est imposé après 9 minutes 32 et qui remporte son premier titre dans le roster principal, sachant que bien sûr il était champion NXT auparavant. Je vais lancer Sébastien sur ce sujet. Ouais. Moi, je trouvais que c'était un match assez moyen finalement, parce que connaissant le talent de Owens, je pensais qu'il allait vraiment tirer le meilleur de Ryback, et finalement ça n'a pas été spécialement le cas. C'est un match correct, bien entendu, et c'est pas dégueulasse quoi, mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux, peut-être un des meilleurs matchs de la carrière de Ryback, c'est ce à quoi je m'attendais. Malheureusement, c'était pas le cas. Par contre, le résultat me fait plaisir parce qu'il fallait absolument que Owens remporte cette ceinture, parce que il commençait à s'approcher dangereusement d'une certaine normalité qu'il n'avait pas à ses débuts, puisque bien sûr, on se rappelle tous de ses débuts, il avait battu Cena
lors de son premier match, donc il était tout de suite sorti du lot, quoi. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure du temps, il descendait, et donc là, il lui fallait vraiment un petit boost, et c'est le titre intercontinental qui peut lui amener ce boost, donc moi je suis content. Et pareil pour Benito, sachant quand même que Kevin Owens, il était sur une remontée déjà avant avec sa victoire sur Cesaro à SummerSlam. Oui, voilà, il a eu sa petite rivalité avec Cesaro qui l'a remporté. Moi, je suis un peu comme Seb, je suis assez déçu du match. Même je vais être un peu plus méchant que Seb. Je trouve que le match, franchement, c'est le plus mauvais de Kevin Owens depuis qu'il est dans le roster principal. Alors, c'est sûrement la faute de l'adversaire parce que bon, c'est quand même difficile de sortir des gros matchs contre Ryback. Et du coup, le problème, c'est que je pense qu'ils ont essayé de faire un catch d'homme fort et du coup, c'était assez lent. Les prises, elles mettaient du temps à être portées. Il y avait beaucoup de temps de récupération entre les sessions dans les matchs et du coup, moi, ça m'a vachement gêné. Et je trouve que, enfin oui, je suis content du résultat. Je suis content que Owens ait la ceinture. Et j'espère que Ryback va finir dans une team par équipe. Je pense qu'à ses débuts, j'étais quand même assez enthousiaste. Je trouve qu'il avait du charisme et tout, mais plus ça va, moins ça va, quoi. Ouais, je vous cache pas qu'il y a de la satisfaction à pas le voir champion, mais... Oui, en plus, son règne était pourri, quoi, pour le coup. Je voulais dire que c'est pas des gabarits à mettre en opener, quoi. C'est Oui, hyper moi, ça m'a rare. étonné que ce soit l'opener, hein, c'est vrai. Ben ouais, je veux dire, Ouais. on met Ryback Owens en opener, c'est compliqué, quoi. Déjà, c'est pas un match qui va, par rapport à Ryback, je sais pas, mettez peut-être Rusev Ziggler, ou même le match par équipe avec les Dudleys. Déjà, c'est le choix, il est bizarre à ce niveau-là. Oui, mais tu sortais d'un match par équipe avec le pré-show, donc tu pouvais pas mettre le match par équipe en premier, mais Bon, c'est peut-être vrai pas le match par équipe, mais c'est vrai alors, qu'il y avait ouais. mieux, il y avait mieux à faire quand même, quoi qu'il arrive. Mm. Moi, honnêtement, je pensais que l'opener, ça allait être Cena Rollins, pour que Rollins ait le temps de se reposer et avoir son dernier match. Mais bon, ça n'a pas été ça du tout. Mais Et, non, c'était ouais, déjà annoncé dès le kick-off show, d'ailleurs. Ouais, je sais, ouais, mais c'est ouais. Oui, non, mais moi, je te parlais avant le pay-per-view, Ah oui, je pensais que oui. ça allait être comme ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas un match du tout à mettre en opener, et malheureusement, pour Owens, il est champion un peu de façon cheap, et ça me gêne aussi un petit peu. J'espère qu'il remportera la rivalité au final contre Ryback. Et plus loin que la rivalité, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir un règne solide champion intercontinental? Ah oui, moi je pense clairement. Je pense que c'est parti pour durer un petit moment. Je vois pas vraiment Je demande qui ça va parce lui que ces choper la temps-ci, on a ceinture. une malédiction entre Brian blessé, Ryback en plus qui s'était blessé aussi en cours de route. On va espérer que ce soit pas pareil pour lui, c'est sûr. Bon, moi, je Ah oui. vois pas non plus Owens perdre la ceinture assez Là, vite, je à mon vois pas avis. qui pourrait lui prendre, du coup. Ouais, en plus, ouais, donc, de toute façon, je pense qu'il va continuer son règne pour un bon moment, je pense. Moi, je pense que c'est au moins jusqu'au Royal Rumble, il sera champion. Mm. Ah ouais, bon, il passera l'année alors, sans problème. Je pense. Ouais, enfin, après, j'ai pas de boule de cristal, mais je Oui. pense. Ouais, malheureusement, tu travailles pas à WWE, pourtant, je croyais. Non. J'ai été viré il y a pas longtemps. Ouais, c'est pour ça. Ça se voit parce que quand on voit le booking du prochain match, on va en parler. Donc la rivalité entre Dolph Ziggler et Rusev qui a accouché d'un nouveau match entre les deux. Cette fois-ci, il y a bien eu un vainqueur. C'est Dolph Ziggler après 13 minutes 47 grâce à une fin bien rocambolesque et l'aide involontaire de Summer Rae, on va dire, qui avait balancé de rage ses chaussures et une qui a atterri dans la tête à Rusev. Donc du coup, Ziggler a enchaîné pour la victoire. Renaud, t'en as pensé quoi alors de ce match? Bah moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé le match bon avec des bonnes phases de nomination de Rousseff et un Ziggler toujours bon aussi dans sa façon de vendre et de faire les prises. Bah après c'est toujours assez classique en termes de match. J'ai pas non plus été comment dire, j'ai pas été surpris par la qualité du match. J'ai pas non plus été hyper déçu. En fait c'est ce que j'attendais. Je l'ai eu. Après j'ai pas vu le match aussi qu'ils ont fait au SummerSlam. J'ai pas encore vu. Donc je sais pas s'il est meilleur ou pas. En tout cas moi voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez bon, du tout intéressante, qui a tourné autour de Summer Rae et de Lana avant que Lana parte parce qu'elle s'est blessée. Et ça c'était vraiment pas bon et assez chiant. Et c'est assez compliqué aussi pour Rousseff, c'est le syndrome de l'après Senna, où toujours le mec qui va catcher contre Senna une fois qu'il a fini cette feud face à lui, à peu près 3 matchs souvent en pay-per-view, redescend et doit remonter. En plus, lui s'était blessé en weekly contre Sheamus à SmackDown. Il s'était pété la cheville. Donc, il y a tout un travail à refaire pour Rusev. Et c'est vrai que ça avait déjà été le cas pour Umaga en 2007 ou pour Bray Wyatt plus récemment, même pour Wade Barrett aussi. Tous ces gars qui sont sortis d'une feud contre John Cena ont eu beaucoup de mal après à revenir. Et c'est un peu le cas pour Rusev. Bon, là, il perd, mais moi, j'ai trouvé le match plutôt solide et plutôt bon. Ouais. C'est sûr qu'elle est très très loin cette invincibilité qu'il avait jusqu'à WrestleMania, mine de rien.
Mais moi, Et, je pense que c'est plus ça qui est difficile à surmonter, c'est quand on a une streak. Une fois que qu'on perd, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu prends Kozlov, à l'époque, il avait eu une streak. Donc une fois que tu perds ta streak et que tout le personnage est monté là-dessus, ça devient compliqué quand même pour se relancer. Enfin, même à l'époque de Goldberg, hein, Renaud, quand il a perdu, il avait, enfin, tu vois, du coup, après, il avait enchaîné plusieurs défaites parce qu'une fois que t'as fait perdre la bête, quoi, on va dire, tu vois, tu ouvres une porte qui fait que il y a plusieurs personnes qui peuvent s'engouffrer dedans. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, moi, je pense que c'est plus ça qui était préjudiciable que vraiment sa rivalité contre Cena, même si Cena, c'est vrai que Ah bah oui, hein. souvent ça te met un coup d'arrêt. Mais bon, regarde Owens, il a perdu sa rivalité contre Cena et pourtant il en a pas trop. Franchement, derrière, il en a pas trop chié, quoi. Il a remporté sa rivalité contre Cesaro, il remporte le titre intercontinental. Non, franchement, non, il y a moyen de se relever, mais le problème, c'est de donner une streak hyper longue à quelqu'un. Regarde Ryback quand il a commencé à perdre contre CM Punk et tout, il a eu un trou énorme derrière, quoi. Je pense que c'est ça le problème du booking de Rousseff. ouais, c'est le danger, ouais. Plus que Cena, je pense que si ça avait été, je sais pas, une connerie, Bryan ou Ziggler, ça aurait été la même. Je pense que le fait de perdre après une longue série sans perdre, t'as forcément un trou derrière. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment d'idée de booking spécialement pour Rousseff en ce moment. Là. Ça dure un petit peu son histoire de soap opéra là avec Lana et Summer Rae, et c'est une rivalité qui finalement tire un petit peu, j'ai l'impression, Ziggler et Rousseff vers le bas plus qu'autre chose. Les deux vont ressortir affaiblis, j'ai l'impression, de cette rivalité-là, donc c'est pas forcément intéressant. Pour moi, c'est déjà le cas. Mais sinon, pour revenir au match, je sais que si ça a plu à Renaud, ça a beaucoup moins plu à Rubenito. Donc, t'as pensé. Pour moi, c'était pas d'un niveau pay-per-view, quoi. Comme dit Renaud, c'était de l'attendu. Il y a aucun move là comme ça que je me souviens immédiatement. Je sais pas, il y a rien qui se passe dans ce match qui fait qu'on s'en souvienne encore 3 jours après. Pourtant, c'était qu'il y a 3 jours, quoi, le match. Et moi, ça me fait un petit peu chier pour Ziggler qui tourne en rond depuis. Finalement, c'était un cadeau empoisonné, sa grosse victoire au Survivor Series l'année dernière, parce que depuis, franchement, c'est un peu le trou noir pour lui, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, mais moi, je trouve que c'est un peu la carrière de Ziggler aussi, hein. C'est un peu ça, hein. Et parce qu'il y a des matchs aussi où on disait, je me rappelle encore en 2012, quand il avait battu John Cena en main event d'un pay-per-view, c'était à TLC, un match de l'échelle. Il avait conservé sa mallette Money in the Bank, d'ailleurs après il avait encaissé, il avait eu le titre de champion du monde, et ça a été un règne malheureusement très court où Del Rio avait repris la ceinture. C'est vrai que c'est un peu ça, hein. À chaque fois on se dit, allez, là c'est bon, c'est le pay-per-view de Ziggler derrière, ça va aller pour lui, et finalement ça monte et ça retombe, c'est les montagnes russes un peu Ziggler, c'est vrai que c'est dommage. Mine de rien, ça fait un peu penser à Kofi, à une plus petite échelle Kofi, bien sûr, mais celui dont on espère qu'il va toujours être supérieur. Et puis... il est béni, hein, Kofi. Ah oui. En ce moment. Ah oui, c'est ainsi, d'ailleurs, on va en parler là dans quelques instants, mais oui, c'est sûr. Moi, je me demande peut-être est-ce que Ziggler, selon vous, il serait pas sur le point de faire un heel turn, parce que moi, je trouve de plus en plus arrogant. Alors d'accord, c'est son personnage, mais à l'opposition de Rousseff, qui attire presque la sympathie, je trouve. C'est vrai qu'il fait piquer ses gonzesses et tout, donc. C'est vrai qu'il faut un peu la merde, mine de rien, Ziggler, ouais. Il offre des trucs à Summer Rae, il entre vraiment dans ce personnage, c'est bizarre. Moi, j'ai même lu que Lana reviendrait avec Rousseff, donc. Bon. Ouais, non, avec une inversion des rôles peut-être, mais. Je sais pas trop quoi dire, ça me fait penser un peu à Michaels, qui était un peu un personnage comme ça aussi, c'était. Ah oui, de toute façon, moi je trouve que c'est quand même assez calqué sur le Michaels des années 90 quand même. Ouais, voilà, ouais. Perso, quoi. Mais c'est pas maintenant, il est en période. Maintenant, il est en pantalon avec Sherry, avec Sensational Sherry, qu'il avait piqué, il me semble, à Rick Martel, non, c'est pas ça? Ouais. Donc ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble à ça, donc. On fait du neuf avec du vieux, tout ça. Et pour le petit détail vestimentaire, oui, Renaud, tu l'as dit, c'est vrai, maintenant, il est en pantalon, hein, même Lana sur le devant. Je vais pas étayer plus. C'est pas Lana qui est en pantalon. Ah oui. Ça serait dommage. Lana en slip. Wouh! Non, voilà, on espère qu'elle va quand même assez vite revenir, hein, normalement début 2016, parce qu'Anna pourra encore 3 mois a priori, donc avec sa blessure au poignet, on verra. Et en tout cas, ceux qui faisaient leur retour en pay-per-view, je crois, oui, c'était les Dudley Boys quand même, hein, oui, voilà, un retour en pay-per-view, qui a affronté New Day, bien sûr, en pleine confiance depuis qu'ils avaient repris les titres, le mois dernier. Et le match s'est fini par disqualification finalement à l'intervention de Xavier Woods. Et donc les New Day conservent le titre par équipe. Bon, on sait qu'il y aura une suite lors du show spécial de New York le 3 octobre.
Maintenant, vous avez pensé quoi de cette première opposition dans ce choc de génération, Robedito? Moi j'ai plutôt bien aimé le match. Bon, les Dudley, on sait qu'ils sont pas rouillés, hein, ils sont quand même. Et récemment, ils étaient encore dans le main event de la TNA, donc on sait quand même que ils ont encore pas mal de catch sous les bottes. Et New Day, franchement, plus ça va, plus j'adore cette équipe. Je trouve que Xavier Woods, en n'intervenant pas dans les matchs, en étant vraiment à l'extérieur du truc, apporte une fraîcheur, une envie de les voir arriver, débouler, danser. Et puis finalement dans le ring, c'est pas mal parce que Kofi est tout égal à lui-même. Et en heel, j'aime bien, il est assez opportuniste. Enfin, ça me fait bien rire de voir Kofi heel, ce genre de heel là, un peu fuyard mais en même temps un peu opportuniste. Et du coup, ça va bien avec Biggie qui est un peu bourrin. Donc moi, cette team, elle me plaît bien. J'espère vraiment qu'elle va rester championne à un moment. Même quitte à ce qu'ils perdent les titres momentanément contre les Dudley pour que ça leur fasse 10 titres. Mais non, le match en lui-même, c'est dommage que ça se termine par disqualification. Mais il y a quand même de bons moves, notamment les splashs à l'extérieur de Biggie là sur l'apron. Enfin, c'est pas mal tout ça. Moi, je trouve que cette équipe, plus ça va, plus elle est rodée, quoi. Ouais, Sébastien, t'en penses quoi? Tu joues aussi bien le trombone que Xavier Woods? Je ne pense pas quand même. Hein. Je m'incline face à son talent. Sinon, oui, comme Robinito, moi j'ai retenu le splash de Biggie sur Bully. Enfin sur Bully, ça c'est la version TNA Sur Bubba, monsieur. Sur Bubba Ray, c'est vrai maintenant. Donc sinon la fin craint la fin du match, mais elle est totalement logique. Hein. C'est que la première partie de la rivalité, donc c'est normal de pas faire une fin décisive. La rivalité va durer, et il faudra forcément inclure un moment la table. Donc moi je pense que ce sera la prochaine étape, un match en table éventuellement au prochain pay-per-view. Après je sais qu'il y a un live spécial en direct du Madison Square Garden où il y aura les titres par équipe défendus. Oui. Donc peut-être déjà un changement de titre à ce moment-là, ou peut-être au pay-per-view d'après, mais en tout cas il y aura un match en table à un moment donné, c'est une évidence. Ah oui, peut-être à une selle, ou peut-être s'ils font pousser jusqu'à TLC en fin d'année, mais on verra bien comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est une rivalité qui est intéressante, et puis c'est vrai qu'on parlait au départ à New Day, honnêtement, quand ils sont arrivés en face, c'était quand même un raté, et puis à l'arrivée, c'est impressionnant quand même, et le turn réussi. Renaud, d'ailleurs, t'as pensé quoi alors? Ça te plaît déjà qu'ils soient encore champions? Ouais. Bon, déjà, j'aime beaucoup les Dudley Boys, bien sûr, parce que bon, j'ai un peu grandi en regardant aussi les matchs des Dudley pendant des années, donc j'espère bien qu'un jour ils soient 10 fois champions du monde, et je me fais pas de soucis là-dessus, vu qu'ils sont encore bien présents. Mais moi, je suis content de ce qui se passe avec le New Day. Je trouve ils font vraiment un super boulot, et c'est vrai que, comme tu disais, quand ils sont arrivés au début, on disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. On a mis 3 catcheurs qu'on voyait jamais, qu'on voyait plus, qui étaient au fond du trou. Bon, ça donnait vraiment rien. Et c'est vrai que finalement, ils sont super divertissants. Que ça soit Xavier Woods à l'extérieur ou les deux en équipe, Kofi et Biggie font un très bon travail. On les fait travailler avec les Dudley Boys. C'est vraiment une équipe hyper rodée qui a gagné des titres de partout dans le monde. Donc ça peut leur faire que du bien, quoi, de travailler avec les Dudley Boys. Je pense que franchement, ça va être bénéfique pour eux pour la suite, et j'espère que cette feud va continuer. Et c'est vrai que quand tu vois la fin, tu te dis qu'il va y avoir forcément un match de table derrière. Et les Dudley Boys, le dernier pay-per-view, pour préciser, c'était à la WWE, c'était à One Night Stand 2005, où ils étaient dans le main event, puisqu'ils avaient affronté le Sandman et Tommy Dreamer. Puis Sandman, petite dédicace à Vincent qu'il adore. Moi, Oui, je voulais dire un truc sur le New Day, parce que tu dis qu'ils sont arrivés en tant que en tant que face, pardon. Mais en fait, je sais pas si tu te rappelles, avant que le New Day se forme, t'avais l'impression que tous les trois, ils allaient être heel, que Xavier Woods était en train de les monter dans un truc Mais c'est vrai qu'on y pense. Genre on est des blacks et on ouais. se fait prendre pour des cons. Et du coup, ils ont disparu. On a eu les vignettes New Day, ils sont revenus en tant que face. Mais moi, au moment où ils allaient revenir, je pensais qu'ils allaient être heel en fait. Du coup, je pense que c'est quand même une bénédiction que le public est accroché entre guillemets négativement à leur gimmick, ce qui fait qu'ils ont pu facilement tourner. Et du coup, maintenant, il y a autant de New Day Sucks que New Day Rocks quand ils chantent, donc c'est assez cool, quoi. Mais bon, on va voir si le prochain match à Rocks, je suis pas hyper sûr, on va bien voir. En tout cas, les spécialistes des divas sont sortis, vu que c'était le titre diva qui était en jeu.
Bon, l'histoire était quand même écrite depuis le Raw précédent, vu que Nikki Bella avait trouvé le moyen de le conserver de manière très filoute grâce à sa sœur. Le titre est donc à battre le record absolu du plus long règne qui était précédemment détenu par AJ Lee. Et donc après 301 jours de règne, elle est finalement tombée contre Charlotte, là cette fois-ci, qui a bien pris sa revanche. En même temps, il y avait beaucoup de possibilités qu'elle ait le titre, vu que Nikki, si elle était décomptée extérieure ou disqualifiée, Charlotte aurait quand même été championne. Donc c'est avec le figure 8 que Charlotte s'est imposée après 12 minutes 47. Et donc là, je vais lancer Seb, bien sûr, qui est grand spécialiste en tant que chef de NXT. Ouais, moi la victoire de Charlotte est totalement normale. Là, j'ai rien à dire puisque Nikki a battu le record, comme tu l'as dit, du plus long règne de championne des divas, donc plus besoin de traîner ce record plus longtemps. Mais par contre, ce que j'ai vraiment pas compris, c'est le booking de ce match, moi, qui m'a totalement déconcerté. C'est vraiment John Cena-esque ce booking, donc avec Nikki qui a dominé l'intégralité du match avec son travail sur les jambes. Et finalement, ça aura servi à rien du tout puisque Charlotte gagne le match en portant 3 prises et en plus elle porte sa prise, c'est la figure 8, c'est avec l'utilisation de ses jambes. Donc vraiment sur le booking, moi j'ai pas capté sur quoi ils ont voulu déboucher. Hein. Ouais, c'est sûr, ça laisse assez dubitatif. Ça faisait penser quand même à des matchs de Ric Flair notamment. Bah, c'était inversé, hein, mais à WrestleMania 7 contre Savage, Ric Flair il a exactement le même match où il fracasse la jambe de Savage tout le match et Savage l'emporte à la fin. Et ça me faisait penser, franchement, moi quand j'ai vu ce match, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas toi, Renaud, mais ça m'a fait penser à ça. Ouais, vite fait. Mais après, bon, ça arrivait plusieurs fois dans la carrière de Ric Flair de faire des matchs comme ça, quoi. Il a même fait le contraire une fois où je suis resté un peu là, sur le cul pour dire la vérité. C'était contre Vader où il s'était fait. Bon, après c'est vrai que le physique de Vader était énorme aussi. Il s'était fait totalement dominer. Vader avait travaillé sur lui et finalement il avait gagné à la fin sur un roll-up et il avait gagné le titre de champion du monde comme ça aussi. Moi, ce qui me gêne le plus dans le booking, c'est ce que dit Seb, c'est-à-dire que Charlotte, elle ne fait rien, elle a fait un spear et la prise en 4 et c'est fini. Et je trouve que quand même la championne qui est championne depuis plus de 300 jours, elle tape super vite sur une prise de soumission. Moi, ça me gêne un peu. Tu peux faire durer le plaisir un petit peu, faire croire qu'elle va se dégager. Enfin, elle est quand même championne depuis presque un an, donc son titre, elle a envie de le garder. Enfin, ils auraient pu montrer dans le booking un peu plus d'envie de Nikki de garder son titre. Je trouve qu'elle a quand même tapé super vite. Quoi. C'est le genre de détails qui me gênent beaucoup, moi, dans un match. Je me dis, la storyline, elle est quand même basée sur le fait que ça fait un an qu'elle est championne et que, en gros, comme c'est pas une vraie catcheuse, ça a amené à une diva révolution qui amène des catcheuses entre guillemets meilleures dans le ring. Et en fait, ça finit que en 2 prises, elle se fait déposséder de sa ceinture. Moi, franchement, c'est vraiment un truc qui fait que j'ai l'impression d'avoir eu raison de pas du tout accrocher à cette révolution à 2 balles. Quoi. D'ailleurs, Page me donnera raison le lendemain. Un petit peu après, mais c'est vrai que dans le catch moi si tu peux, perso je l'avais dit que j'étais un peu dubitatif avec ce sujet-là, donc. Mais tu vois, quand ils ont célébré la ceinture là le soir à Night of Champions, je me suis dit Page va faire un heel turn. Je pensais qu'elle allait l'attaquer le soir même parce que je voyais qu'elle célébrait pas trop avec elle restait à l'écart. J'avais l'impression qu'elle était déjà dans son turn en fait. Ouais, non mais moi j'ai l'impression qu'elle était même depuis quelques temps, mais. Je crois qu'elle est beaucoup plus heel que la plus heel de ses copines. Pour paraphraser NTM. Ah oui, non, pour moi, de toute façon, elle a très belle imitation de Renault, comme d'habitude, que vous retrouverez là dans son prochain hit. Vous retrouverez à l'Olympia du... Celui-là d'Olympia. Donc moi, je voulais surtout dire, donc que Paige, elle a un rôle de heel assez naturel, je dirais quand même, parce que c'est assez naturel, on le voit qu'elle a toujours l'attitude. De toute façon, depuis le début, moi je voyais qu'elle était déjà bookée en quelque sorte avec le fait de se mettre en arrière, de pas avoir apprécié depuis, notamment le Beat the Clock Challenge, forcément elle n'avait pas apprécié du tout d'avoir perdu à ce moment-là, donc l'opportunité de titre. Donc pour moi c'est logique, et puis ça peut apporter un nouveau souffle, et puis on revoit Natalia d'un coup. Du coup, en gros, le craquage de Paige, c'est... elle s'en prend à Becky Lynch et à Charlotte sur le ring en disant que Charlotte elle est là juste parce qu'elle a son père, que Becky Lynch ça sert à rien en gros, hein, c'est ce qu'elle lui dit, hein, elle sera jamais championne parce que c'est une quiche. Les sœurs Bella, on sait pourquoi elles sont là, c'est parce qu'elles sont défouraillées par les deux top face de la WWE.
Alicia Fox, elle leur tire la chandelle. En gros, hein, c'est ça. Hein, Oui, j'exagère c'est ça. pas. Elle dit ça. Hein. Mm. Après, elle dit Natalia, je savais même pas qu'elle bossait encore là. Lana et Summer Rae, elles sont occupées à savoir qui c'est qui se tapera le plus de mecs. Et voilà, c'est tout, hein, je crois. Et la Team Bad, je sais plus ce qu'elle dit. La Team Bad, elles sont superficielles. Ouais, elles servent à rien, elles sont superficielles. La preuve, elles sont même pas là sur le ring pour parler avec nous, voilà. Non, bah, elles défoncent bien tout le monde, en fait. Ça, c'était assez cool, hein, quand même, franchement. Pire que moi dans le catch-moi si tu peux. Oh là là. Ouais, c'est vrai qu'elle était plus macho que Bruce T. On va passer au prochain match, qui était un match à 3 contre 3 qui était assez attendu, je pense, avec la Wyatt Family, composée de Bray Wyatt, Luke Harper et du nouveau membre Braun Strowman, qui a affronté Roman Reigns, Dean Ambrose, et Chris Jericho, qui a fait son retour. Donc, mais qui a été bien malheureux, vu que c'est lui qui s'est fait mettre KO par Braun Strowman, donc après 13 minutes 05, et la Wyatt Family, donc il sort vainqueur. Chris Jericho bien dégoûté d'ailleurs après le match. Renaud, t'as pensé quoi déjà de ce retour de Jericho, peut-être? Bah, un retour de Jericho, moi ça me fait toujours plaisir. Après bon, j'attends plus grand chose non plus de Chris Jericho. Je sais qu'il vient pour mettre en avant les nouveaux. Alors encore une fois c'est le cas, c'est lui qui se fait mettre KO par un tout nouveau. Donc je suis pas non plus surpris quoi, que ça soit sur Jericho que ça se passe. Après voir Chris Jericho, bon bah, c'est toujours un plaisir puisque le mec est toujours très bon dans un ring et j'ai trouvé d'ailleurs le match vraiment très sympa, très bon, même si j'ai juste un petit bémol sur Luke Harper, qui c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup et qui est capable de faire pas mal de choses malgré son gabarit. Et là j'ai trouvé qu'il n'était pas assez à la domination. Je trouve il prend franchement beaucoup de coups dans le match. Alors d'un côté aussi, je pense que c'est pour crédibiliser Bray Wyatt, qui est le leader du groupe, et Strowman, quoi. Le mec vient d'arriver, c'est une montagne, et c'est pas à lui non plus de prendre tous les coups des autres. Donc c'est peut-être un peu logique aussi que ça soit Luke Harper dans ce rôle-là, qui prenne les coups du côté de la Wyatt Family. Après le match est bon, mais bon, c'est pas le meilleur 3 contre 3 que j'ai vu. Je pense que sur les dernières années, en termes de 3 contre 3, Oui, ce qu'on a fait, quand il y avait le Shield à l'époque. ouais, voilà, exactement. Ce qu'on a fait de mieux, hein, sincèrement, c'est le Shield contre les Wyatt, première version à Elimination Chamber 2014. Je crois que ce soir-là, les 6 mecs, ils étaient dans une autre sphère. Enfin, c'est vraiment incroyable. Hein. Là, c'était quand même, franchement, moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé le match plutôt bon et très solide. Sébastien, même sentiment? Même sentiment, ouais, j'ai trouvé le match sympa. Après, il n'y a rien qui me marque spécialement, hein, comme sur plusieurs matchs de cette soirée. L'action est solide, mais rien d'exceptionnel. Après le retour de Chris Jericho comme Renault, ça me fait plaisir. Hein. C'est quand même une des figures fortes de la WWE. Donc à chaque fois qu'il revient, on est forcément content pour les fans de longue date. Et comme Renaud, je mets en avant bien sûr le respect que j'ai pour lui à mettre en avant les autres lutteurs, les nouveaux talents. Hein. On se rappelle tous qu'il avait par exemple déjà fait ça contre Fandango à WrestleMania dans un match très triste avec le recul. Mais bon, malgré son statut de légende, faire ça, c'est quand même un sacré coup de chapeau que je lui tire. Benito, moi j'avais une question à te poser. Oui. Là, on sait que Randy Orton donc s'insère avec Roman Reigns et Dean Ambrose. Est-ce que tu penses que ça peut donner le même genre de match ou Moi, plus. déjà, alors même si j'ai énormément de respect pour Jericho et tout, j'ai pas pu m'empêcher d'être déçu que ce soit lui, quoi. Je m'attendais à quelque chose d'autre. J'étais content de le voir, comme dit Renaud, j'étais content de le voir, j'étais content qu'il soit là, mais j'ai l'impression que, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour être face à face avec Strowman. Donc j'avais quand même l'impression qu'ils avaient besoin d'un mec assez grand, un mec puissant, et c'est quand même pas Jericho. Jericho, il est technique, il a plein de qualités, mais j'ai l'impression que quand même, pour avoir un rapport d'égalité entre la nouvelle Wyatt Family, je pense que Jericho, c'était pas le meilleur choix possible pour la WWE. il y a presque personne Ouais, mais il a là, une à un magasin. carrière, Benito. Oui, mais je sais pas, moi, franchement, c'est paradoxal parce que j'étais très content de le voir, et en même temps, j'étais un peu déçu que ce soit lui, quoi. J'aurais préféré que ce soit le mec qui est venu s'incruster derrière eux. Ça m'a bien fait rire, ça, d'ailleurs. Enfin, lui, Parce que, après, le gars, ça lui fait moins rire vu que maintenant il est en prison. Mais... Non, mais ce qui est énorme, c'est que la Wyatt Family joue trop bien le jeu, quoi. Je sais pas si vous avez vu. Le mec, il vient s'insérer derrière les deux. Bah, les deux, déjà, ils bougent pas, ils le regardent un peu de travers. Donc, la sécurité le vire.
Et Bray Wyatt, il est assis sur le coin du ring et il dit mais c'est lui, c'est ce mec-là, Ouais, votre c'est surprise et tout. Et les autres ils sont morts de rire. Luke Harper il est mort de rire et tout. Bon l'autre il a le masque, on sait pas la tronche qu'il fait, mais à mon avis il doit rigoler sous son masque. Du coup ça c'était pas mal. Enfin finalement d'un truc négatif ils arrivent quand même à en faire un truc positif. Et après oui dans le match en lui-même, ben moi j'étais assez déçu en fait. Hein. Comme dit Renaud, il y a eu tellement de bons matchs on va dire entre 4 des 6 catcheurs qu'il y avait sur le ring, il y a eu tellement de bons matchs que j'ai pas pu m'empêcher d'être déçu. Il y a rien de notable, il y a rien d'exceptionnel à part le booking en fait, il est fait pour qu'on soit impressionné par Strowman, donc bah, c'est réussi de ce point-là. Après comme tu dis le lendemain à Raw, il y a Orton qui arrive, bah c'est pareil, Orton il a pas besoin de ça. Il a pas besoin de ça là aujourd'hui quoi. Il a pas besoin d'avoir une rivalité avec les Wyatt aujourd'hui. Enfin, Mais Orton, ils savent pas quoi en faire. Hein. ouais, même lui, je Ah pense ouais. qu'il sait plus quoi faire. J'ai l'impression qu'il a plus trop la flamme, Orton. Ouais, c'est ce qu'on entend beaucoup, qu'il y a un manque d'envie. Il demande lui-même à pas trop apparaître. Ouais, c'est bizarre. Et j'ai l'impression qu'il avait énormément envie quand il est revenu là contre Seth Rollins à WrestleMania. Ça a duré 2 mois et puis du coup, ouais, c'est Orton quoi. Il est comme son personnage, il est un peu blanc, un peu noir. Mais bon, quand même, si sincère, ça peut être intéressant tout de même. Moi, ça m'intéresse pas trop du coup. Ah, d'accord. Bon. Non, mais Bah, j'ai voilà, l'impression au moins qu'avec j'ai la Orton, réponse. Oui. ouais, mais j'ai l'impression qu'avec Orton, on a fait un petit peu le tour quand même. Enfin, je sais pas. C'est sûr Moi, qu'il faut en apprendre d'autres. maintenant qu'il y a eu ce match à Night of Champions, j'aurais été content que la rivalité elle se termine quoi. Honnêtement, t'as fait revenir Jericho, t'as perdu avec Jericho, bah passe à autre chose quoi. Bah, je me dis qu'ils veulent la faire durer jusqu'au Survivor Series avec 2 membres de plus avec la Wyatt Family et puis rajouter encore des gars. Jimmy Uso on peut penser et puis je sais pas, voilà, Jericho qui reviendrait et puis Orton et ça fera un 5 contre 5. Me demande L'autre frère Uso est blessé pour un moment. Jay je sais, ouais, il me semble encore qu'il devait pas revenir avant début 2016, mais voilà. Ok. C'était quand même. Eric Rowan qui peut venir là-dedans. D'ici là, il y a lui c'est vrai, j'ai tendance toujours à l'oublier, mais wow, ouais, c'est les oubliettes pour lui. Hein. Je sais pas, enfin moi franchement je suis pas très emballé. Depuis le début je suis pas emballé par la rivalité. Alors les matchs sauvent le tout parce que les matchs ils étaient quand même bons les 2 contre 2 jusqu'à maintenant. Je suis pas très emballé par la rivalité et les matchs sauvent un peu tout ça, voilà. J'aurais été content que ça s'arrête on va dire. Ouais, mais malheureusement pour toi t'es pas écouté encore une fois. Non. Donc on va passer au premier des 2 matchs de Seth Rollins, limite les 12 travaux en quelque sorte, vu que contre toute attente pour un champion heel, il se retrouve à défendre ses 2 ceintures à la suite, ce qui est quand même assez loufoque je trouve. Sa première ceinture à défendre c'était le titre des États-Unis contre John Cena, et John Cena donc a pris sa revanche, mine de rien, 1 mois après, donc il redevient champion en 16 minutes 01. Rubenito, et t'as pensé quoi du match? Le match en lui-même il est bon, il est moins bon que le précédent mais il est quand même très bon. Ils ont une très très bonne alchimie les deux dans le ring. J'ai l'impression que le vieux Cena il a pas envie de laisser le jeune loup voler le show et du coup il se sort un peu les doigts quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça me fait cette impression là. Ouais, totalement. J'ai l'impression qu'ils s'aiment pas trop. C'est peut-être complètement subjectif ce que je dis mais j'ai l'impression que genre ils s'aiment pas trop et du coup Cena il se dit merde cette Rollins il s'envoie un peu trop, il faut que je me sorte un petit peu les doigts. Donc je vais sortir des vieilles prises que j'ai pas fait depuis 107 ans ou même que j'ai jamais fait, notamment des énormes DDT, des énormes Hurricane. Enfin, il y a eu pas mal de bonnes prises de Cena quand même dans ce match-là. Bon après, il est quand même moins bien que le match de SummerSlam. Moi, j'adore la double souplesse de Rollins là dans le coin. Je trouve que c'est vraiment un move hyper impressionnant quoi. Je sais pas si tu vois laquelle je veux dire, Renaud. Totalement. Ah mais Totalement, moi elle m'a impressionné la dernière fois et là elle était encore mieux portée, beaucoup plus fluide, c'est vraiment très très beau à voir. Ouais. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est que c'est porté par un catcheur de ce gabarit-là en plus. Et c'est ça qui est bon, c'est que il est complet, il est complet cette Rollins. Il fait du Cena quand il fait ça, de relever Cena sur des splashs, de le prendre. Enfin franchement il fait du Cena alors que comme il disait à Jus en live, il fait 15 kilos de moins quoi. Ouais. Il arrive à le porter à bout de bras alors qu'il fait 15 kilos de moins. Ah mais Ouais. il est bon en l'air, il est bon au sol, il est bon dans la force, franchement.
Ouais, il a une assurance sur le ring. Rollins, si les petits cochons le mangent pas, je pense qu'il peut devenir un Hall of Famer. Je pense qu'il est en voie de devenir un Hall of Famer. Ouais, pour moi, il a déjà trouvé le rien moyen qu'avec de... cette soirée-là, enfin rien qu'avec la soirée de trouver sa place. SummerSlam, avec le fait qu'il soit double champion déjà, ça fait que 3 ans qu'il est là. Il a déjà un titre suprême. Il a fait le main event de WrestleMania en cachant sa mallette dans le main event. Le premier à faire ça, à Le WrestleMania. premier, enfin, il a été champion par équipe, champion des États-Unis et du monde en même temps. Le premier aussi. Money in the Bank. Non, franchement, en 3 ans, avec The Shield, ils ont fait une faction qui est légendaire. Je pense clair. qu'il peut être même double Hall of Famer, quoi. À la Ric Flair, hein. Franchement, alors, quand il y avait le Shield, honnêtement, je pensais qu'il était 3e dans le classement, tu vois. Je pensais que Dean Ambrose était le meilleur personnage, que Reigns allait vraiment sortir du lot de par son charisme et de par le fait qu'on le voyait progresser. Faut dire que juste pour revenir pour le Shield, on avait Roman Reigns qui était le plus mis en avant, oui. Dean Ambrose qui était quand même champion des États-Unis, et c'est vrai que Rollins c'était celui qui sortait une prise risquée par match, grosso modo. Oui, non, mais en fait, moi, donc ouais, c'était plutôt le troisième rôle aussi. C'est un classement des 3. Moi, je voyais Ambrose comme le personnage qui allait tout déchirer. Reigns comme le mec que tu voyais progresser semaine après semaine et tu disais merde, ce mec-là il va jamais s'arrêter, il a l'air vraiment fort. Bon, il se trouve qu'il plafonne un petit peu aujourd'hui. Et Rollins, moi je le voyais quand même en 3e dans la hiérarchie, un petit peu le mec qui commençait les matchs, mais du coup comme il les terminait pas, t'avais pas l'impression qu'il avait une importance dans le Shield. Et là aujourd'hui en fait en solo il est vraiment impressionnant, franchement. Pour moi c'est au-dessus de CM Punk, hein. Je vais peut-être pas me faire des copains là-dessus, mais pour moi, c'est au-dessus de CM Punk, ce qu'il fait dans le ring. Ouais, mais moi je te rejoins. Donc déjà, t'es pas solo, parce que moi je te rejoins totalement, c'est très complet. Vraiment, il y a une maîtrise du ring et tu le vois dans tout ce qu'il fait. Hein. Même dans un regard, hein. C'est pas pour abuser, mais même tu vois le mec dans l'attitude et tout, on lui a pas donné le titre de champion du monde par hasard. On l'a installé, très très bien installé, et là il est très bien sur son fauteuil, et c'est vrai que je prends la parole, mais c'est franchement un très très bon match, et les Cena Rollins sont toujours très bons. Et juste pour revenir sur John Cena aussi, parce que c'est vrai que c'est Rollins qui fait beaucoup de travail, mais Cena est très très bon aussi, et il a quand même une belle année, John Cena, hein, en termes de in-ring. C'est peut-être pas ça. Voilà, c'est sa plus belle en termes de in-ring. Alors pas au niveau des titres. Je pense que c'est la plus mauvaise là ces dernières années, c'est la 2012 où le pauvre il a vraiment une année assez terrible. Mais celle-là, sincèrement, bon, ces matchs contre Rousseff, ils étaient plutôt bons, c'est vrai. Hein. Mais après, contre Kevin Owens, contre Seth Rollins, ces challenges qu'il faisait en weekly à chaque fois. Alors bon, c'est contre Cesaro. C'est sûr que c'est des gars super intéressants dans le ring qu'il a en face, mais quand même, je trouve qu'il sort les doigts du cul et il s'élève aussi. Et John Cena est franchement très intéressant. Et très très vite aussi pour revenir sur Rollins qui nous fait quand même 2 matchs d'un coup en pay-per-view, et alors que d'habitude, assez souvent, il y a quand même un décalage, quoi. Je veux dire, le premier match, des fois c'est l'opener, puis après tu fais le main event, ou en tout cas il y a des matchs qui passent entre. Et là, le gars fait 2 matchs de suite. Alors en pay-per-view, il y avait Dolph Ziggler qui l'avait déjà fait, c'était à Vengeance 2011. Sauf que son premier match à Ziggler, c'était en équipe, donc il avait pu un peu se reposer. Il avait fait équipe avec Jack Swagger à l'époque contre Airboom. C'était Evan Bourne et Kofi Kingston. Et juste après, il avait défendu son titre des États-Unis contre Zack Ryder. Mais non, il avait conservé le titre des États-Unis. Par contre, il avait perdu le match par équipe avant. Mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est Y2J aussi avait fait ça à Vengeance 2001, puisqu'il avait gagné le Rock. Et juste après, il avait affronté Stone Cold Steve Austin dans le main event. D'habitude, voilà, les gars, ils ont toujours une pause entre. Alors, il y a pas mal de gars qui ont fait ça dans l'histoire en pay-per-view. Ça arrive. Savage l'a fait à WrestleMania 4. Bret Hart l'a fait à WrestleMania 10. Notamment contre Owen Hart en ouverture, puis après contre Yokozuna dans le main event. Il a même fait 3 matchs, Bret Hart, en pay-per-view. C'était au King of the Ring 93. Alors c'est vrai que le King of the Ring c'était un pay-per-view où justement c'était des tournois, donc bien sûr que les mecs faisaient plusieurs combats, mais ce soir-là m'a marqué parce que Bret Hart avait fait 3 combats donc au King of the Ring 93, et 3 combats différents à chaque fois, selon l'adversaire en question, et il n'y a pas un combat qui dépassait, qui était en dessous des 10 minutes, à chaque fois c'était au-dessus. Il avait affronté Razor Ramon, puis il avait affronté Mr. Perfect, puis il avait affronté Bam Bam. Contre Razor Ramon, t'avais un style de match, contre Perfect, t'avais un style de match, contre Bam Bam, t'avais un autre style de match. Le mec, après il se fait attaquer par Lawler, il me semble. Ouais, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et t'avais Kurt Angle aussi qui avait fait ça au King of the Ring 2001 où il avait affronté Christian, puis il avait affronté Edge dans la finale du King of the Ring, et il avait terminé
par un match contre Shane McMahon qui est encore historique aujourd'hui. Hein. C'est un match hardcore où Shane McMahon passe à travers des vitres et tout. C'est juste un truc de fou. Et c'est vrai que ce soir-là, Kurt Angle aussi avait été assez impressionnant. Donc voilà, Seth Rollins rentre dans cette liste de gars à ce niveau-là, quoi. C'est un mec hyper intéressant et c'est vrai que son match contre John Cena est vraiment très bon. Donc c'est cool pour la suite. C'est super intéressant à regarder en tout cas. Eh bien, merci pour cet historique, Renaud, en attendant. Je t'en prie. On a Avec, fait un catch-moi si tu peux à l'intérieur du... c'est pas mal ça. Et avec Sébastien, qui n'a pas encore parlé du match, je voulais aborder un sujet parmi ce concert de louanges. Vincent lui dit qu'il n'y a pas de selling dans ce match, et pris surprise. T'as pensé quoi? Ouais, j'ai plutôt tendance à me rallier à Vincent, moi, parce que j'ai pas trouvé le match aussi bon que Renaud et Rubenito. Alors bien sûr, c'est solide, quoi. C'est loin d'être horrible tout ça, mais si on prend une comparaison par rapport aux affrontements qu'ils ont eu depuis ces derniers mois, c'est quand même en dessous, bien en delà de ce qu'ils ont été capables de faire. Hein. Ne serait-ce que la fin, par exemple, Cena qui porte un seul AA pour finir le match. Et alors que d'habitude Rollins se dégageait de ses prises systématiquement dans les autres affrontements qu'ils ont eu, il fallait qu'ils portent 2-3 AA pour finir le match. Donc ça c'est un petit exemple déjà pour montrer que c'est pas forcément Oui, mais la qualité comparée à oui, ce qu'on mais a déjà Seb, eu. moi je pense que dans le booking qu'ils vous ont voulu faire sur les deux matchs, t'as l'impression que Rollins, en gros, il se dit je préfère ne pas aller trop loin dans le titre US, quitte à le perdre, et garder le titre de champion du monde. T'as l'impression que c'est ça le booking qu'ils essayent de faire. Parce qu'il veut se barrer après. Hein. Ouais, voilà, mais t'as l'impression que c'est ça. Il se dit Oui, mais bon. le Enfin, je pense que problème- le booking, il est fait pour que nous on comprenne que Rollins, il va pas être à 100% contre Cena pour essayer de garder quoi qu'il arrive son titre de champion du monde, quoi. Bah, le Et donc, du problème, coup, c'est c'est pour que... ça qu'il se débat pas trop sur le premier attitude adjustment. Bon, le problème, c'est que le lendemain, on voit un peu le même genre de match, parce que sur la fin, Rollins, il fait un Fox Splash, et puis Cena se dégage, mais en même temps, il porte l'attitude adjustment. Donc j'ai l'impression d'avoir vécu le même genre de match le lendemain, alors que c'était pas le même genre de pression, pas le même genre de schéma. Donc c'est vrai que je rejoindrais aussi assez Sébastien sur ce sujet que quand même, je trouvais quand même par rapport à SummerSlam que c'était en dessous sur cet aspect en tout cas, que ça allait trop vite d'une prise à une autre. Quoi. Voilà. Non, mais il y a du vrai dans ce que vous dites, mais Bien sûr. après, je pense que tu peux pas t'empêcher de savoir qu'il y a un deuxième match après et que enfin, ils peuvent pas aller aussi loin que ce qu'ils ont fait. Ça a duré combien de temps à SummerSlam? Ça a duré 27 ou 28 minutes. Il peut pas faire 30 minutes et 25 minutes contre Sting, c'est pas possible, quoi. Surtout que contre Cena, il mène le match, contre Sting, il est censé aussi mener le match encore plus que contre Cena, donc non, franchement, c'est physiquement impossible de faire ça. Et je pense que du coup, ça aurait pas été crédible s'il avait pris très cher contre Cena et qu'il gagne derrière contre Sting. Malheureusement, le pauvre Sting, au niveau de sa crédibilité, il aurait pris un coup, quoi. Oui, il y a aussi cet aspect, mais moi je voyais plus un équilibre dans le schéma de match, mais il n'y a pas de souci, c'est assez respectable tout de même, ouais. Mais donc bon, on peut passer à la suite parce que de toute façon les matchs se suivent et je pense qu'on a un peu tout dit sur ça. Que John Cena, donc comme tu l'as évoqué, Benito, a empêché Seth Rollins de repartir en coulisses ensuite en lui infligeant un attitude adjustment en le remettant sur le ring. Et donc Sting est arrivé sans transition comme prévu pour le deuxième titre plus important bien sûr, celui de champion du monde poids lourd, la WWE. Et Seth Rollins s'est imposé après 14 minutes 52. Alors là, forcément, je me dois de commencer par Renaud quand on parle de Sting. Et puis, comment tu as vécu le déroulé de ce match? Et je pense sa fin troublante par le fait que Sting était blessé. Ouais, c'est triste. Ben, le déroulé du match, après, j'ai trouvé que c'était plutôt bon. Faut rappeler que Sting, il a 56 ans aujourd'hui quand même. Et que Rollins donc sortait de son match face à John Cena. Bon, je trouve que le début était plutôt sympa. Et puis c'est vrai que il y a cette blessure qui arrive. C'est triste parce que j'ai revu les images et je vois pas comment. Enfin, j'arrive pas à comprendre parce que le premier powerbomb qu'il fait dans le coin, c'est exactement le même, quoi. Alors peut-être l'accumulation de prises et toutes ces années qui s'accumulent et à un moment donné ça lâche. C'est aussi possible. Donc au début je me suis demandé si c'était vraiment
blessé pour du bon, puis j'ai très vite compris parce que bon, Sting qui s'écroule comme ça devant Rollins, et puis après Rollins qui le projette dans les cordes et Sting qui se réécroule encore une fois. Bon, tu sens que le mec il est au bout du bout. Donc à ce niveau-là, j'ai été très triste pour Sting, qui est un catcheur hyper respectable. Après, j'y croyais pas une seconde. De toute façon, hein, s'il serait pas blessé, pour moi, Rollins conservait et devait conserver. Avec tout le respect que j'ai pour Sting, ça sert à rien de lui donner le titre maintenant à son âge. On aurait pu lui donner le titre en 2002, peut-être, pourquoi pas, s'il serait venu dès qu'il y avait eu l'Alliance à l'époque, ou en 2001. Mais là, maintenant, bon, c'est trop tard. Et on avait déjà filé le titre à Hogan à Backlash 2002, ça avait été une catastrophe. Il avait perdu un mois après contre le Taker à Judgment Day. Là, on n'allait pas filer le titre à Sting quand même, alors que Rollins il est sur une lancée et qu'il vient de perdre en plus le titre US juste avant. Donc sur ça, j'ai pas été surpris du résultat. Après, je trouve que Sting s'est quand même battu mine de rien parce qu'il a résisté à cette blessure, il est revenu, il a porté un Scorpion Deathlock avec mais il avait quand même du mal à le porter. Tu sentais qu'au niveau du dos, il était pas bien en position. Il a fait jusqu'au bout ce qu'il pouvait faire, puis il a subi ce small package. Bon voilà, le match il est pas mythique, il est pas historique. C'est sûr qu'en plus il passe derrière le Senna Rollins qui est très très bon, donc on peut pas attendre non plus de toute façon j'attendais pas un Sting Rollins, c'est historique hein, personnellement. Donc moi j'ai pas été déçu. Voilà, j'ai pas été déçu à part pour Sting et sa blessure quoi, c'est tout. Et moi, je vais vouloir parler de Sting aussi encore avec celui qu'il a vu le plus ces dernières années, donc forcément avec le moins de pause entre WCW et WWE, donc Sébastien bien sûr. Est-ce que tu penses que le passage de Sting pour l'instant est raté à la WWE? Ah, totalement. Hein. Pour moi, là, il apparaît vraiment comme étant très faible. Enfin, je veux dire, il fait vraiment son âge malheureusement parce que tu as vraiment l'impression qu'il est assez faible physiquement. Je veux dire, la blessure dans le ring là, elle est malheureuse bien sûr, mais ça fait vraiment mal paraître. Et pour les fans qui ne le connaissaient pas, ils doivent se dire, c'est qui ce vieux-là? Comment ça se fait que c'était une légende à l'époque? Il est pas du tout impressionnant, quoi. Pourtant, il a pris beaucoup de bumps dans ce match qu'il n'avait pas l'habitude de prendre ces dernières années, notamment à la TNA. Je pense notamment à la chute sur la table des commentateurs où il se fracasse la tête sur un moniteur, le saut de la troisième corde vers l'extérieur du ring aussi. Tous ces petits bumps là, il s'est vraiment donné dans ce match. Mais le résultat, malheureusement, de ce qu'on retient, c'est le moment où il s'effondre après le powerbomb, quoi. Donc c'est assez malheureux. Et au Benito, ouais, je vais encore un petit peu rebondir. Est-ce que c'était l'adversaire idéal pour enchaîner pour Rollins? Bah oui, pour Rollins, oui, du coup, c'était l'adversaire idéal, puisque, bah ouais, comme dit Seb, il fait bien son âge dans le ring. C'est dommage, quoi, parce qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de mieux avec Sting, avec des matchs peut-être plus courts, ou, je sais pas, il y a quand même moyen de faire mieux. Moi, j'aurais plus, là, dans l'idéal, j'aurais plus vu Sting avec Reigns et Ambrose contre la Wyatt Family, tu vois, C'est clair. dans le côté mystique des choses et tout, que un match de championnat. Alors c'est peut-être que c'est une promesse qu'ils lui ont fait quand ils l'ont fait signer, on sait pas tout ça, qu'il a un match de championnat dans un pay-per-view, mais avec l'arrivée l'arrivée dans la rivalité de Sheamus, je pensais vraiment que Sting allait être champion 5 minutes et puis Sheamus allait cacher sa mallette sur lui. Ça peut encore venir. Hein. Non mais je pensais que ça allait être sur non. Sting, ouais. Moi je pensais que Sting en fait il allait être champion 5 minutes pour l'histoire, quoi. Voilà. En gros je pensais que vraiment, et je pense que c'était ce qui était prévu à la base. Hein. Ouais, parce qu'il semble que les plans ont été changés, donc. Avec la blessure, avec la blessure et tout, je pense qu'il y a quand même peut-être qu'il pouvait pas reprendre un brogue kick derrière ou un chokeslam de Kane derrière. Attention, hein. On sait pas comment c'était booké à la base. Mais moi je pense que ce match il aurait juste servi à ça, à ce que Sting ait son petit moment de gloire dans un pay-per-view de la WWE avec un titre, avec le titre suprême. Je pense que c'est quand même la moindre des choses pour ce mec-là, même si ça arrive 15 ans trop tard. Ah oui, parce qu'au final, il est arrivé quand même en grande pompe avec un premier match à WrestleMania, malheureusement qu'il a perdu contre Triple H, et puis à l'arrivée il perd son deuxième match en pay-per-view. Et au milieu, voilà, il aura juste gagné à Raw, mais bon, c'est sûr que c'est pas vraiment un bon bilan à l'arrivée. C'est assez dommage, et puis on sait que malheureusement, les chances qui continuent sont plus que malheureuses, et donc. De toute façon, sa carrière, elle a été faite ailleurs. Je veux dire, Sting, il était venu là
Ah oui. Bon, après, ça se Oui, termine pour malheureusement. lui, c'est là. la cerise sur le gâteau de venir. Ouais, actif. voilà, c'était lui, Ah oui, c'est parce qu'au c'est pas départ, son seul rêve, quoi. je pensais que c'était surtout pour vendre le jeu de la WWE à l'époque. Mais déjà, oui, ça avait été une première chose, ouais. Puis moi, je pense que c'est plutôt, il vient pour être dans le Hall of Fame, donc il lui faut quand même quelques matchs pour les fans qui l'ont pas connu avant, donc il faut quand même qu'il ait quelques matchs, il faut quand même que les gens comprennent à peu près qui c'est pour ceux qui ont pas notre culture, on se jette un peu de fleurs. Non, voilà, puis pour les jeunes et tout, faut quand même qu'ils arrivent à comprendre qui est Sting. Voilà, c'est quand même un nom hyper important. Il y a des noms beaucoup moins importants qui sont dans le Hall of Fame aujourd'hui, hein, que Ouais, clairement. il y en a même beaucoup, hein. Il y a Sony, quoi, déjà, donc. D'ailleurs, Bruce Lee, Et- les auditeurs peuvent écouter le Catch-moi si tu peux. Eh oui, en effet, oui. D'ailleurs, oui, vous en parliez avant. Il y avait Seb aussi, vous en parliez avant ce pay-per-view d'ailleurs. Donc, effectivement, ça tombe bien, c'est l'actualité. Et puis, je trouve qu'à l'arrivée, c'est vrai que dans juste le fait de présenter Sting à un public uniquement centré sur la WWE, sur le coup, ça a marché, je trouve. Après, le bilan, c'est sûr, il est médiocre. Et puis, mais au moins, c'est comme ça qu'il aura sa place à la WWE, même si il y en a qui en ont eu sans avoir fréquenté un ring de la WWE, il me semble. Bon, enfin, mais sur ce, quand même, il y avait mine de rien un après-match assez rempli, avec Sheamus justement qui est quand même venu encaisser sa mallette, enfin tenter d'encaisser, il était quand même à deux doigts vu qu'il avait même fait un bro kick à Seth Rollins, donc il allait demander, et puis à l'arbitre de faire sonner la cloche, et la Kane, avec son masque, est revenu et a infligé un chokeslam à Seth Rollins d'abord. Donc la Sheamus s'est dit génial, sauf que Kane tu dois dégager, mais le problème c'est que Kane n'entendait pas comme ça, donc il a mis un chokeslam à Sheamus et il a mis ensuite un Tombstone Piledriver à Seth Rollins. Donc voilà, ça on sait maintenant la prochaine affiche à Hell in the Cell pour le titre de la WWE à mon avis. Est-ce que c'était quelque chose qui vous a surpris déjà, le retour de Kane, Seb? Le retour de Kane m'a surpris, oui, je pense que je peux le dire. Hein. Ce qui m'a pas surpris, c'est qu'il n'y ait pas eu de cashing, puisque pour moi c'était beaucoup trop évident. Je veux dire, il y avait beaucoup trop de raisons stylistiques, je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire, pour qu'il y ait un cashing, puisque Sheamus chaque fois à Raw et SmackDown disait à Rollins, attention, je suis là, je vais encaisser ma mallette, prépare-toi à faire 3 matchs. Donc je pense que la WWE aime bien surprendre un minimum, donc là c'était trop prévisible, donc normal qu'il n'y ait pas eu ce cashing, mais par contre je n'ai pas pensé à Kane qui vienne en plus sauver Seth Rollins alors qu'il est censé vouloir reprendre sa revanche contre lui, donc ça m'a surpris. Ouais. Et donc passer à ceux qui ont le plus connu Kane masqué. Renaud d'abord. Surpris aussi de voir Kane revenir en tout cas masqué. Après, Kane Rollins, c'est une vieille histoire, hein. Ça remonte vraiment, Ouais. ça remonte à Extreme Rules. Un Extreme Rules où Rollins va affronter Orton dans dans ce pay-per-view, pardon, un match en cage où Kane s'occupait de la porte d'entrée et il avait d'ailleurs chokeslamé Rollins à ce moment-là déjà. Mais c'est vrai que c'est une vieille histoire et je rejoins Seb aussi sur le cas de Sheamus, hein, où, bon voilà, c'était annoncé qu'il allait le faire, on savait que ça allait pas aboutir, enfin c'était pratiquement sûr quand ils annoncent comme ça se fait pas, donc bon après, Rollins a affronté un gars de 56 ans, maintenant il va affronter un gars de 48 ans. Est-ce qu'il affrontera un jour un gars de 60 ans, je sais pas. Ah oui, Mais, le prochain c'est Ric Flair, il veut remonter le sur le ring. prochain c'est Ric Flair, ouais, à tous les coups, je sais pas. Peut-être Hogan, ah non, Hogan c'est mort. Non, je sais pas. Bon. Mais bon, après, Peut-être Vince, hein, on sait jamais. peut-être Vince McMahon, ouais. On verra bien ce que ça donne, écoute. Même si on se doute qu'à un moment il finira par affronter Triple H, mais bon. Ouais. Ouais, ils attendent WrestleMania pour ça. Ouais, il y a le temps. Mais donc dans l'immédiat, Benito, est-ce que pour Ben, toi c'est une moi, bonne idée Kane- de passer à Kane? Ouais, Kane, voilà. Je sais pas, il y a pas grand chose à dire. Ça sera la transition, quoi. Après, le temps d'attendre. ça peut être marrant parce que Kane, le lendemain à Raw, on a vu qu'il avait un genre de personnage de schizo. Sébastien l'aimerait beaucoup parce que ça fait penser à Bis Joseph Parker à TNA. Ouais, c'est voilà, clair. tu vois, t'as Corporate Kane qui se souvient pas du tout et en même temps, il engueule Stéphanie parce qu'elle a perdu son masque et à la fin du Raw, il embarque Seth Rollins sous le ring à l'ancienne, hein, en faisant un trou au milieu du ring en l'embarquant par les pieds. Donc c'est un petit peu à l'ancienne et tout le long du show en fait, quand il a pas le masque, il nie avoir le masque et il nie avoir un rôle à jouer dans tout ça. Donc
ça peut être marrant 5 minutes, quoi. Vraiment, un truc de transition jusqu'au Hell in the Cell, et puis après, on passe à du sérieux pour Rollins, parce qu'on sait très bien que Kane, il va pas reprendre la ceinture à Rollins, donc je sais pas à quoi ça sert de foutre Kane au milieu de tout ça, quoi. Moi, je sais pas, je vois aucun intérêt. Et encore une histoire de Ouais, revanche, c'est comme Randy Orton à l'époque avec Seth Rollins. Ouais, mais c'est pas une revanche. c'est pas la Et peine voilà. c'est pas la C'est pas peine le de genre de faire ça sur revanche, plusieurs c'est sûr. semaines, quoi. Ouais, non, ça va pas aller plus loin que In the Cell à mon avis. In the Cell, pardon, mais voilà. Merci. Ouais, mais bon, ça reste quelques semaines quand même. Bah ouais, quelques semaines, jusqu'à fin octobre, donc. Et puis avec un match à In the Cell, pardon. Oh, décidément. Déjà annoncé, ce sera évidemment Brock Lesnar contre Undertaker. Ça, par contre, c'est beaucoup plus surprenant. Ces deux-là s'étaient affrontés en Hell in the Cell à No Mercy 2002. C'est pas mal. Moi, ça me surprend quand même que ça soit dans un, entre guillemets, un petit pay-per-view qu'on ait ce match-là, quoi. Bah avec la stipule, ça m'étonne pas, moi. Ça convient assez, je pense, pour mettre une fin. Après, ouais, on aurait peut-être Ah, plus mais sur moi, une je plus trouve grande que scène, mais la stipule, elle sert pas à grand chose pour ce match-là. Mais Enfin, je veux dire, il n'y a pas une histoire d'intervention à l'extérieur. Enfin, le Hell in the Cell, pardon. à la base, il sert quand même à protéger d'éventuelles attaques à l'extérieur. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir. Ouais, enfin, la cage en elle-même, Ouais. elle sert à Voilà, la protéger. cage. Après, le Hell in the Cell avait quand même été Oui, créé on pour a que les mecs déjà se vu mieux. détruisent à l'intérieur. Oui, non, mais ça, ouais, oui, je suis d'accord. D'accord. Puisque Mais justement, ils avaient plus de place pour pouvoir prendre les armes sous le ring, tout ça. Mais bon, ça Mais ce bon. sera pour le mois prochain, donc là c'est vrai, on s'était un peu avancé. Mais dans l'immédiat, on va revenir bien sûr à Night of Champions avec les fameuses notes sur 10. Je vais commencer par celle de Seb. Je vais mettre un 6 sur 10. Le show est quand même pas trop mal en termes d'action, c'est correct. Il n'y a rien qui m'a fait m'asseoir sur le coin de ma chaise, mais c'est quand même rien de mauvais, quoi. Et il y a 3 changements de ceinture, donc je pense que les gens en ont pour leur argent quand même, donc 6 sur 10. Est-ce que Rubenito c'est aussi On innove avec les nouvelles expressions. Moi, j'étais sur un canapé, donc j'ai pas bondi de mon canapé non plus. Et je mets un petit 5 parce que pour moi, il y a que le Cena Rollins qui est plutôt au-dessus de la moyenne, donc ça suffit pas pour mettre une note au-dessus. Renaud. J'étais assis sur un tapis, donc j'avais mal aux fesses. Mais sinon, j'ai mis 6. Non, je mets 6. Je mets 6 sur 10 parce que le Cena Rollins c'est très très bon. Le 3 contre 3 était sympa. Le New Day bosse bien. Les Dudley sont là. Je suis content. Et Sting était bon. Ben, pour les anciens, Sting en tant que challenger, pour le titre de champion du monde, c'est toujours un petit clin d'œil. Donc, ouais, 6, c'était une bonne soirée. Et ben moi je vais mettre 6, donc ouais, une note assez haute, je dirais, par rapport à d'habitude. C'était quand même assez honnête au niveau de l'action, il y a quand même eu des bons matchs dans l'ensemble. À part un début, c'est vrai, comme on l'a dit, je crois, dans l'ensemble d'ailleurs, qui était assez moyen. Mais sinon après, ça montait bien avec bien sûr une bonne dernière heure, donc voilà, 6. Et puis au final, ça fait 5,75, donc bon, un peu Je suis moyen. souvent le plus généreux et là, je suis le plus difficile. Ben ouais, c'est ça le paradoxe. D'habitude c'est moi, mais là c'est toi. Comme quoi. Mais bon, il y a deux exigences à force, ça, je comprends bien. Hein. Surtout qu'il y a quelques matchs qui étaient des rematchs en quelque sorte de SummerSlam, donc forcément il y a toujours un peu de comparaison. Voilà donc pour ce point. Bon, peut-être que Vincent recasera peut-être beaucoup plus tôt dans le pay-per-view du coup, mais bon, on verra bien. Parce que là, de toute façon, Seb et Renaud va pas réagir là-dessus, je pense. Non. Ouais. Seb, il peut pas, il est assis sur le coin de sa chaise. Oh non. Oh, je craque sur ça, je vais avoir du mal. Bon, on va passer aux partenaires donc maintenant avec le temple du catch, Vox Catch, avec la traditionnelle review du pay-per-view qui a été écrite par Pierre, je crois. Lucha Underground France avec la petite info que Lucha Underground va revenir pour une deuxième saison en 2016. Le monde du catch. Vous pouvez donc nous écouter, si c'est peut-être le cas actuellement, sur YouTube ou sur Archive, sur iTunes aussi. Et si c'est pas le cas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, au moins, vous serez tenu au courant de première main des nouvelles sorties de podcast. Les infos, vous pouvez les avoir sur notre page Facebook, Parlons Catch, et sur le Twitter aussi, OSS Radio. Donc voilà, ça c'est pour les petites infos pratiques. Malheureusement, il y a aussi une petite info qui est tombée il y a très peu de temps aussi, c'est l'arrêt du magazine Planet Catch, un magazine made in France. Voilà, je crois qu'il y a la dernière sortie.
du dernier numéro là qui arrive, donc ouais, n'hésitez pas à l'acheter quand même. Vous lisez ça sur un coin de votre chaise, tranquille. Ça va rester, ça va rester. Ben, sur ce, je vous remercie la paire des trois là de m'avoir fait rire, mais surtout d'avoir bien analysé ce pay-per-view. Merci. Merci à vous. Et merci aussi aux auditeurs toujours plus nombreux, et on espère que vous continuerez à nous être fidèles, et puis surtout à parler autour de vous, à d'autres fans de catch du produit. Et donc on vous donne rendez-vous le lundi 26 octobre pour le live de Hell in the Cell, parce qu'il y a qu'ici qu'on dit The Cell. Au lendemain du pay-per-view, donc il y aura le 25, c'est logique. D'ici là, il y aura show NXT, donc sûrement un Next Gen Wrestlers, et puis un Impact Wrestlers aussi. Et sûrement aussi un numéro, maintenant vous êtes assez habitués, je pense, de Catch-moi si tu peux, un fameux petit débat d'un quart d'heure sur un sujet. D'ici là, portez-vous bien, et puis surtout continuez à aimer le catch. Voilà. À ciao. À Salut tout bientôt. le monde. Salut les amis.